Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de juin, mais aussi du début de mes lectures du mois de juillet, donc vraiment jusqu'à mi-juillet à peu près. En tout premier, j'ai lu ce roman très particulier, rien qu'au format. Il s'agit d'Horror Store, écrit par Grady Hendrix. Donc là c'est la version VO, mais l'édition française, bon ce n'est plus édité malheureusement en France. Vous pouvez quand même le retrouver d'occasion ou sinon l'acheter en VO. Mais les mêmes éditions françaises se présentent comme ceci, comme en fait un catalogue de magasins de type Ikea. Et c'est tout le concept en fait de ce roman. Pour faire un résumé très rapide, on est en fait au niveau du genre dans de l'horreur et de l'humour. C'est un peu voilà les deux opposés, mais justement c'est ça qui permet de faire une critique de la société. En fait, on suit Amy, qui est donc une employée dans cette entreprise qui s'appelle Horse. Et bon, clairement, elle n'est pas épanouie du tout. Elle a l'impression qu'elle rate complètement sa vie. Enfin bref, voilà, la dépression un peu. Mais c'est pas tout. Elle est en galère d'argent financièrement. Elle n'arrive même pas à payer son loyer à chaque fin de mois. Enfin bref. Sauf que là, il y a un peu une opportunité qui se présente à elle quand justement son supérieur hiérarchique, qui est une sorte de manager, qu'elle déteste, lui demande en fait, elle et à une collègue, de rester une nuit entière dans le magasin parce qu'en fait, il se passe des choses étranges. C'est-à-dire que le matin, quand les employés entrent dans la boutique, ils découvrent des meubles cassés, parfois des sortes de déjections humaines sur des meubles. Enfin bref, clairement, des signes qui montrent que quelqu'un squatte le magasin ou alors que quelqu'un s'infiltre dedans pendant la nuit, quoi. Donc ils veulent mener une enquête, mais bien sûr en mode top secret, il ne faut pas que les employés ni les personnes soient au courant, donc le manager demande seulement à quelques personnes si celles-ci en particulier peuvent enquêter. Amy forcément accepte puisque la rémunération proposée, offerte est très importante, donc elle fonce. Et puis elle se dit, de toute façon, après, je finirai par bien me casser de ce magasin un jour ou l'autre, mais bref, là j'accepte. Et en fait, on se rend compte que ceux qui, soi-disant, squattent le magasin ne sont pas des humains, ou en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Et donc, voilà, je vous dis, on a un mélange à la fois horreur, puisqu'on va avoir du surnaturel, des choses donc qui font peur. Après, l'auteur joue énormément justement avec les clichés de l'horreur, et c'est là qu'on a un peu le côté humoristique, justement, puisque on a des clichés qui font énormément rire. Et puis même, il faut le lire pour comprendre, quoi, mais vraiment, il y a beaucoup d'humour. Et puis voilà, à travers, en fait, cette histoire-là, ce personnage-là, Amy, qui en réalité reflète la vie de beaucoup de personnes dans notre société à l'heure actuelle, on a cette critique justement de la société de consommation, du capitalisme. J'ai beaucoup aimé. Après, le format en lui-même est incroyable. Enfin, c'est super. Quand on découvre ça pour la première fois, ça fait un peu quelque chose. On apprécie les débuts de chapitre en mode catalogue avec la description du meuble. Et puis même au tout début, on a la présentation vraiment du magasin. Et puis il y a des petits jeux de mots que j'aime beaucoup. Enfin bref, après voilà, c'est en anglais, il faut voir ce que ça donnerait en français, mais en anglais c'est très bien fait. Après voilà, c'est pas de la grande littérature dans le sens où c'est quand même très cliché. Au-delà de jouer avec les clichés, l'histoire elle-même reste quand même cliché dans l'ensemble. Il y a des choses qu'on peut un peu prédire. Il n'y a pas forcément, comment dire, on pourrait s'inquiéter parfois pour l'avenir des personnages, mais il y a des moments où on se dit non, mais on sait très bien que ça va bien se terminer pour eux, ou en tout cas, là, il ne peut pas mourir quand même. Mais bon, après, je vous dis attention, la fin n'est pas forcément si heureuse que ça, et ça ne se passe pas forcément si bien que ça pour tous les personnages, donc ça aussi, j'aime bien quand même. Pour revenir sur le point positif, c'est qu'on n'a pas juste le happy ending où tout le monde reste en vie, personne, ou en tout cas personne n'est détruit mentalement, quoi. Il y a quand même ça ne les laisse pas indifférents à la fin, ça bouleverse sincèrement leur vie. Mais voilà, en termes de style, on est sur de la littérature contemporaine, mais très simple, hein, on n'est pas dans des grandes élaborations de phrases ou autres. Et puis parfois c'est un peu long, ça manque d'action justement, on se dit mais quand est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Et après par contre quand il y a de l'action ça ne s'arrête plus, c'est-à-dire que c'est non-stop, donc c'est vrai que ce manque un peu de balance entre moment de répit, action, enfin un dialogue, c'est pas très juste. Mais franchement, moi j'ai bien aimé, c'était vraiment agréable. Donc je recommande même pour juste découvrir ce style-là en fait.
Ensuite, en continu, j'ai lu ce petit roman graphique, enfin, je dirais graphique, puisqu'il y a des dessins à l'intérieur, qui s'intitule Rature et qui est écrit par Philippe Claudel et qui est illustré par Lucille Claire. Donc, de quoi ça parle? Pareil, je vais faire très bref, parce que comme c'est une histoire très courte, je peux pas trop développer, sinon je vais juste vous spoiler vraiment le contenu de l'histoire. Mais donc, on suit un monsieur qui est un pêcheur. Il me semble d'ailleurs, on ne sait même pas son nom, même à la fin de l'histoire, on n'apprend pas son nom. Il est vraiment anonyme. Mais je pense que c'est fait exprès justement. Par son anonymat, en fait, il permet justement de représenter tous les pêcheurs, toutes les personnes qui sont dans la même situation que lui, toutes ces personnes-là qui nous nourrissent en fait tous les jours, qui font qu'on a de la nourriture dans notre assiette et que pourtant on ne connaît pas et envers qui en tout cas on n'est pas forcément très reconnaissant. Et donc ensuite cet homme-là qui depuis toujours vit dans la mer, vit pour la mer, vraiment un homme passionné par ça, qui ce genre de personnes où vous savez limite leur passion ou leur métier passe avant tout en fait. Vraiment ils sont plus amoureux voilà, lui par exemple plus amoureux de la mer, obsédé par ça, que par exemple par sa famille ou sa femme, qui du coup sont aussi très solitaires. Et en fait, depuis des générations, ça se passe comme ça, les fils deviennent pêcheurs, etc. Et il a un fils. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quand il va lui faire un peu son baptême, ça se passe très bien, etc. Mais un jour, il va avoir un accident qui fait que son fils va partir du jour au lendemain et ne va donc pas devenir pêcheur. En fait, il va partir. Donc en fait, ce roman se base, traite de la relation père-fils. Après, je vais être honnête avec vous, même si c'est peut-être légèrement du spoil. Mais disons que quand on lit le résumé, c'est vraiment ce qui est vendu, le thème de la relation père-fils. Sauf que pour moi, en fait, ça, c'est très secondaire. Pour moi, le thème principal en lisant ce roman, c'est la relation de l'homme avec la nature et la solitude. Pour moi, c'est vraiment ça les thèmes principaux. La relation père-fils est traitée très tard dans le roman. C'est pour ça que pour moi, c'est très secondaire, parce qu'au final, c'est traité vers la fin, et très peu, je trouve, en plus, paradoxalement. C'est ça qui m'a un peu déçue, du coup. Mais sinon, le roman, moi j'ai beaucoup aimé parce que le style de syntaxe en fait est très simple, on a des phrases très courtes, très hachées, qui permettent en fait de s'imaginer dans l'esprit de cet homme. Et puis les illustrations aussi sont très agréables, très belles à regarder. En fait, c'est pour moi un roman très contemplatif surtout. Mais donc j'ai bien aimé, même si voilà, il y a certains thèmes que j'aurais aimé qu'ils soient développés un peu plus. Ensuite, on continue. Alors, je vais mettre l'image ici parce qu'en fait. J'ai tellement pas aimé que je l'ai revendu de suite. Donc, et j'ai réussi à le vendre vite. Donc là, il est déjà plus chez moi. Donc, je vous le présente comme ça. Mais j'ai lu le tome 2 en fait de la saga All of Us Villains, écrit par Amanda Foody et C.L. Herman. J'avais lu le tome 1. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers la vidéo parce que je n'avais parlé en vidéo là ou là. Mais ce tome 2, mon dieu, mais c'était nul. Pour vous faire un résumé très rapide, quand on arrive à la fin du tome 1, on a donc les adversaires du tournoi qui sont au courant, qui savent que en fait ils peuvent mettre fin au tournoi et donc à la malédiction d'Hilvernat, puisque tous les 20 ans les enfants en fait des 7 grandes familles d'Hilvernat en fait doivent s'affronter pour justement le pouvoir, pour détenir en fait la high magic, donc la haute magie, je crois que c'était en français. Sauf que dans ce tome 2, ce qui se passe, c'est que déjà il y a 2 clans. Il y a d'un côté Alistair et Gavin qui ne veulent pas mettre fin au tournoi, qui veulent juste tuer tous les autres adversaires parce qu'ils n'y croient absolument pas, vraiment pas une seule seconde. Donc eux, ils veulent juste tuer tout le monde pour survivre et gagner. Et de l'autre, on a les autres personnages. Donc on a Briony, Isobel et Finlay qui veulent mettre fin au tournoi. Donc on a ces 2 clans-là qui vont s'affronter. Ça c'est le résumé, je vais m'arrêter là. Mais je n'ai pas aimé du tout. Je vais faire très rapide de pourquoi je n'ai pas aimé. Déjà, la romance H24, ça me gave. C'est-à-dire que c'est chiant quand il n'y a que de la romance pour de la romance. Je ne lis pas un roman. En fait, je ne lisais pas ce roman pour avoir de la romance. À la base, je suis là pour de la fantasy, du young adulte. Là, c'était vraiment la romance à 2 balles où
Tous les personnages sont en couple, ça aussi c'est insupportable, faut que tout le monde ait sa romance. Et puis en plus de ça, il y a des romances qui changent, où des personnages, hop, en fait je suis amoureux d'un autre, et hop, bah lui aussi, ah, c'est drôle, c'est réciproque, allez parfait, et hop. Et j'aime pas ça, j'aime pas du tout. C'était très mièvre en plus. Et puis à chaque fois que chaque couple avait son moment de révélation en mode ah on s'embrasse, on s'aime, bah en fait j'ai l'impression de dire la même chose 3 fois d'affilée. Il y avait aucune différence, donc aucune personnalité, rien, c'était naze. Donc déjà la romance j'ai pas aimé. Ensuite, le manque d'action m'a saoulée, c'est-à-dire que les 150 premières pages, il ne se passe rien, c'est que du dialogue qui sert à rien, qui n'amène à rien, enfin on s'ennuie. Et même après quand il y a de l'action, il y a toujours ces moments de blabla nul où pareil, les personnages tous ont les mêmes questions, tous se torturent, mais au final on se dit mais bah, vous ressemblez tous quoi. Autant dans le premier tome je trouvais que vraiment chacun avait sa personnalité, autant là dans ce tome 2 j'ai trouvé qu'ils étaient tous beaucoup trop similaires. Puis c'est que là vraiment, par rapport, autant dans le tome 1 il y avait que un ou deux grands max personnages qui me saoulaient un peu, mais là en fait sur les 4 il y en avait 3 qui me saoulaient. Et donc le problème c'est que en fait un chapitre égale un personnage, donc on a 4 entre guillemets points de vue différents. Donc quand il y a un seul personnage qu'on aime et qu'on doit se taper 3 autres personnages avant de retrouver le personnage qu'on aime, je peux vous dire que ça passe très lentement la lecture. Le fait que voilà, il se lamente tout le temps, que pareil, en 2 secondes, il change d'avis, c'est-à-dire que vraiment c'est non, mais je vais le tuer ou nanana, et puis 2 secondes après, ah, mais en fait je l'aime, ou ah, je vais faire ci, puis ah, mais je sais pas, et puis nanana, et puis pareil que ils disent moi je fais confiance à personne, et en fait, en 2 minutes chrono, ils choisissent de suivre la personne qui leur dit un truc, enfin. Voilà, des trucs comme ça, c'est trop, ça m'a saoulé, je n'ai pas du tout aimé. Et puis pour finir, et après j'arrêterai de parler de ce roman parce que vraiment pour moi, il ne faut pas le lire, c'est nul. Pour des ados c'est bien, mais vraiment des ados de 14 ans, pas plus. Quand on commence à avoir un peu un esprit critique, à être, je sais pas, à bien capter ce qui se passe, on va avoir plein de défauts au roman, ça va être nul. Enfin je sais pas, moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais donc dernier point que je n'ai pas aimé, c'est le fameux je suis un ado, techniquement, j'y connais pas grand chose à la base, mais en fait, je suis trop fort et je suis plus fort que tous les adultes et voilà, je suis invincible. Non, non, ça je déteste. J'aime pas les trucs comme ça où c'est pas justifié, c'est juste par le Saint-Esprit, je suis meilleure. J'aime pas, surtout quand c'est tous les personnages littéralement, enfin tous les ados en question. C'est naze, j'aime pas. Donc voilà, je ne recommande pas. C'était voilà, que voulez-vous. On continue avec un autre roman qui, pareil, malheureusement, ne m'a pas plu du tout. En plus, là, malheureusement, c'était un service de presse. J'ai lu Une lumière dans le chaos d'Hubert Massot. En fait, quand l'auteur m'a proposé son roman, qui m'a lu le résumé, etc., je me suis dit, bah franchement, grave, c'est le genre de truc qui me plairait. Sauf qu'en fait, entre le résumé et la réalité, il y a malheureusement un fossé. C'est censé être en fait un thriller SF. La SF, on l'a puisque on a un journaliste qui s'appelle René Jusvel, qui publie en fait sur un blog à part, à côté des fake news, pour le fun, sur un blog. Sauf que, en fait, du jour au lendemain, une journaliste russe qui s'appelle Olga vient à sa rencontre et lui dit écoutez, j'ai vu votre blog, j'ai vu vos différents articles et en fait, bah, j'aimerais vous interviewer parce qu'en fait, ce que vous mettez en ce qui concerne l'astrophysique, l'astronomie, etc., tout ce qui est le domaine des sciences, en fait, bah, ce ne sont pas des fake news. Ce que vous écrivez est vrai et véridique. Et donc, ben, je serais intéressée de travailler avec vous, d'en apprendre plus, parce que bah, en fait, ce que vous déclarez sont des pures vérités, et non pas des fake news. Et très vite, en fait, ce qui se passe, c'est même pas du spoil, parce qu'au bout de 20 pages limite, on le sait, quoi, c'est que elle travaille pour le gouvernement russe, et en fait, le gouvernement russe aimerait travailler, collaborer avec lui pour justement permettre à eux de développer plein de choses en termes d'armes technologiques, etc., pour justement être meilleurs que les autres pays du monde, notamment les États-Unis. Enfin bref. Jusque-là, on se dit, ok, SF, puis un peu peut-être thriller, parce que bon, un peu enquête ou quoi. Ben, en fait, non. Déjà, le fait que, je sais pas, si on dit service secret de Russie, enfin même le gouvernement qui t'espionne, etc., enfin, c'est quand même censé être assez sombre. Je veux dire, c'est pas censé être un truc un peu léger. C'est-à-dire que là, dans le roman, ce qui se passe, c'est que la nana lui dit oui, donc je travaille pour le gouvernement, enfin voilà, je peux pas trop te dire les choses, j'ai pas le choix. Il est en mode oh, mais pas de soucis. D'accord. Après, il se retrouve carrément en Russie, il va en Russie. Parce que pareil, la nana, après, au bout de 2 semaines, lui dit tu veux venir avec moi en Russie? Je t'achète le billet d'aller, mais le retour, ça attendra plus tard. Mais oui, t'inquiète, t'auras ton billet de retour.
Oh oui, pas de souci, oui, oui, je viens. Je rappelle que le journaliste a la cinquantaine d'années dans le roman en plus. Ce n'est pas un jeune journaliste au pire. On pourrait un peu excuser son côté naïf. Non, 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 là, il est complètement naïf. Mais moi, j'ai du mal avec les personnages comme ça quand ils ont une cinquantaine d'années. Pour moi, normalement, on est censé être assez mature. Là, j'ai l'impression d'avoir un adolescent face à moi qui est tombé amoureux de la journaliste au bout de 2 pages. Vraiment. Et en plus, c'est réciproque. Trop bien. En plus, c'est une jeune femme, hein, très jeune. Il y a un écart quand même entre eux. Ça pourrait être sa fille, le dit lui-même d'ailleurs. Bref. Voilà, qui l'emmène en Russie. Lui, il la suit sans problème. Il se pose pas de questions. Il dit ouais, c'est vrai que ça craint un peu ou c'est un peu bizarre. Mais j'y vais quand même, c'est pas grave. Ok. Il arrive dans le centre du gouvernement russe, très top secret. On lui dit oui, donc faut pas que vous en parliez aux gens. Hein. Oui, oui. Non, mais sérieusement, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a pas juste le gouvernement russe qui dit oui, donc on t'emmène au truc top secret et juste tu n'en parles à personne, on est d'accord? Hein, oui. Ah, c'est bon, allez, vas-y, bonne journée. Non, enfin, vous voyez, c'est ce genre de truc là où je me dis, mais du coup, ça, on perd tout parce que, ok, l'histoire, s'il se passe, bien sûr que il y a des trucs irréalistes, mais le but, c'est de vendre cet irréalisme au lecteur et que le lecteur se dise, j'y crois. Je suis dedans, voilà, l'immersion. Là, en fait, c'était tellement trop léger. Non, en fait, on n'y croit pas. On se dit, mais non, en fait, parce que ça, tu me dis, ça arrive, mais je n'y crois pas une seule seconde. Et c'est ça, en fait, qui m'a profondément déçue, c'est que ça a été ça tout le long du roman. C'est-à-dire, le personnage, ce journaliste, ne réfléchit pas. Il fonce tête baissée, il prend tout à la légère. Il se passe parfois des trucs assez dramatiques. Et il est là, genre, ah bah ça fait chier. Non, ça fait pas juste chier quand il se passe ce genre de truc. Enfin, ça fait. Non, tu es censé pleurer, avoir une vraie réaction émotionnelle. Enfin, en fait, c'est tellement tout trop pris à la légère que limite, j'ai l'impression que c'est plus qu'un thriller, c'est limite une parodie ou humoristique. Mais je sais que ce n'était pas le but de l'auteur. Il y a des articles, donc on a justement dans le bouquin les articles justement du blog qui sont insérés. Il y a 77 articles. Ça dure jusqu'à la page 145. Le bouquin fait 230 pages. C'est trop long. Même si, ok, ce n'est pas obligatoire de lire les articles, c'est trop long. C'est trop long. On ne comprend pas. C'est pas du tout accessible à un public qui n'y connaît rien en sciences. Malheureusement, non. Quand on met des équations, qu'on parle de plein de théories sans les expliciter ou à peine, non, on peut pas, nous, comme ça, se dire ok je comprends, j'ai réussi à... Non, c'est pas possible, ça marche pas en seulement une mini page comme ça, on peut pas comprendre les choses. Donc ça marche pas, et le problème en plus c'est que à chaque... En fait il y a des groupes d'articles, donc par exemple il va y avoir 6 articles, et puis ensuite les personnages vont se retrouver, et ils vont faire un résumé de ces articles-là, et en fait c'est lourd, c'est redondant. Tout ça, en fait, on aurait pu le faire en 20 pages au lieu de 145, et ça aurait été beaucoup mieux pour le lecteur. Mais donc voilà, malheureusement, je n'ai pas du tout aimé parce que on donne des explications comme ça en mode allez, je te dis que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, crois-y. Bah non, en fait, ça marche pas. Il y a pas en fait, l'immersion n'est pas assez prenante, c'est-à-dire que il y a pas de suspense, il y a aucune tension et tout est bâclé, tout va trop vite. Et donc bah ça marche pas, j'accroche pas. On continue ensuite avec un manga, ça change, ça fait je crois que j'ai jamais présenté de manga sur cette chaîne. J'ai donc lu le premier tome de Terrarium, écrit par Yuna Hirasawa, aux éditions Glénat. La couverture, en fait, à l'époque, m'avait interpellée et je l'avais acheté parce que ça me faisait penser au jeu vidéo Nier Automata. L'histoire, en fait, de cette saga, alors, je vais avoir du mal à vous l'expliquer probablement parce que moi-même, je n'ai pas forcément tout compris parce qu'en fait, on n'a pas tant d'explications que ça. En tout cas, dans le tome 1, c'est introductif mais sans trop l'être. C'est-à-dire qu'on nous donne des petits éléments, mais en même temps, on nous en donne très très peu. En fait, on a l'archéologie, qui est là où vivent maintenant les êtres humains, du moins ce qu'il en reste, puisqu'il y a eu une grande guerre, des centaines et des centaines d'années auparavant. On n'en sait pas plus sur cette guerre, on sait juste que elle a plus ou moins quasiment décimé les êtres humains, mais qu'à l'époque, voilà, êtres humains et robots quand même cohabitaient ensemble. En tout cas, les robots, comparés à notre société actuelle, étaient omniprésents, quoi. Et pour n'importe quelle tâche, etc. On a les robots facteurs, on a le robot qui cuisine, enfin on a tout, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que là, en fait, l'archéologie est en train de s'effondrer. Et donc, ils vont disparaître avec si rien n'est fait. Et donc, on a Shiko, qui est la jeune fille ici. Vous la verrez peut-être pas, en fait, faut que je vous montre plutôt en gros.
Mais donc Chico, cette petite fille blonde, alors je sais pas du tout l'âge qu'elle a, pour moi c'est une ado, hein, mais quel âge exactement je ne sais pas, qui voyage justement avec son frère Pinot. Mais alors par exemple, se pose des questions, Pinot, pourquoi c'est un robot? Est-ce que c'est vraiment un robot ou est-ce que son frère se cache sous cette sorte d'armure, de carcasse? Parce que au tout début du roman, bah, on voit son frère, mais en humain, donc pourquoi ensuite il est un robot? Plein de questions qu'on se pose. Mais donc Chico en fait voyage avec son frère à travers les différentes colonies ou anciennes colonies. Et en fait leur but c'est de récupérer des noyaux. Ces noyaux on les trouve dans justement les robots pour justement permettre d'alimenter l'archéologie. Mais il y a aussi toute une quête en lien avec leur mère qu'ils doivent retrouver, etc. Enfin bon, c'est tout ce que je peux vous dire d'assez clair sur l'histoire. Donc c'est ce qu'on suit. Dans le tome 1, honnêtement, il se passe pas grand chose. C'est un roman assez contemplatif, pardon, avec parfois des arrêts sur des grands paysages ou sur des lieux où juste on admire un peu les dessins. Il se passe pas grand chose en termes d'action, mais j'ai bien aimé parce que quand c'est contemplatif, j'aime bien, en tout cas quand c'est bien fait. Après à voir, parce que si ça reste comme ça, tous les prochains tomes, je vais trop m'ennuyer, je vais arrêter. J'aimerais justement j'espère que dans les prochains tomes, d'autres éléments de l'intrigue vont se dévoiler parce que là, pour le moment, on ne sait vraiment pas du tout ce qui s'est passé, on ne comprend pas. Donc j'espère en apprendre plus. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est les réflexions justement de l'héroïne et notamment cette ambiguïté entre l'humanité des robots, justement, et l'humanité de l'homme lui-même. C'est-à-dire à quel point l'homme est un homme et fait preuve d'humanité et à quel point un robot fait preuve d'humanité et justement les fossés entre l'homme et le robot où parfois le robot va faire preuve bizarrement de plus d'humanité que l'homme lui-même et aussi sur cette interrogation sur la survie aussi des robots. Est-ce que parfois les robots ne méritent pas plus de survivre que les hommes? C'est par rapport au contexte du roman de nos jours. Là maintenant, si on se posait la question, je dirais bien sûr que l'homme mérite 100 fois plus de vivre que les robots. Mais bref, c'est un peu particulier. C'est pas les robots comme on a nous aujourd'hui. Et bizarrement, on s'y attache aussi les quelques-uns qu'on rencontre parce que vraiment, on a l'impression qu'il ressent des émotions. J'ai bien aimé ce manga. Je vais commander la suite pour lire les autres tomes. C'est très court en plus, ça fait que 4 tomes, donc c'est idéal. J'aime pas quand c'est trop long. Donc à voir, mais j'ai bien aimé. Donc là, on est clairement sur de la science-fiction et du post-apocalyptique. Et on termine avec ma dernière lecture donc que j'ai lue là, enfin j'ai terminé il y a quelques jours. Donc pour mes autres lectures du mois de juillet, je vous les présenterai dans une autre vidéo. Je pense que je regrouperai fin juillet et mes lectures d'août ensemble. Sauf si je lis beaucoup parce que déjà là ça va être un peu long ma vidéo. Mais j'ai lu le 3e et le dernier tome du Poirot qui s'intitule Le côté obscur du Poirot, écrit par Ekelfreux aux éditions Nombre 7. Bah c'était super, c'était génial. On suit donc la suite des aventures de Bob, Sam, Oula, Bill, parce que maintenant il s'appelle Bill le Kaiser, qui donc dans le tome 1 menait ses petites affaires tranquillement, ses petits meurtres. Dans le tome 2, bon, il a continué, il a voulu aller plus loin, mais ça s'est mal terminé pour lui. Quand on termine le tome 2, en fait, il se fait attraper par la police. Et donc dans le tome 3, on suit justement un peu son cheminement vers la prison et puis ici plus précisément vers un centre pénitentiaire particulier puisque là c'est plus un asile qu'autre chose puisqu'on va le mettre dans l'aile où on met justement ceux qu'on catégorise comme des fous entre guillemets. Et donc là on va avoir un contexte complètement différent et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est que là en fait on se détache, je trouvais qu'on s'est détaché normalement des tomes 1 et 2 puisque là bon, déjà, le cadre change complètement puisque on va avoir beaucoup de personnages secondaires qui vont arriver puisque il va donc cohabiter avec d'autres prisonniers assez particuliers. Et puis, parce que là, en fait, on va se centrer beaucoup plus autour de lui, autour de, justement, pourquoi il est comme ça aujourd'hui, même si on n'en apprendra pas forcément autant que ce qu'on voudrait. Et puis, surtout, là, c'est que on perçoit surtout je dirais sa folie dans le sens où là on se rend compte vraiment que c'est un homme dangereux parce que dans le tome 1, dans le tome 2 on le prenait beaucoup à la rigolade, il y avait énormément d'humour et on se disait mais en fait tout ce qui arrive limite ces meurtres c'est malgré lui en fait.
Là, dans ce tome 3, en fait, il y a toujours de l'humour, mais en fait, on se dit non, mais là, par contre, il est vraiment dangereux. Là, en fait, non, c'est vraiment psychopathe. Enfin, il faut vraiment l'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Parce que là, on a affaire à un personnage qui, en fait, cette fois-ci, ne veut plus agir seul, mais veut agir en groupe, et donc il veut vraiment enrôler d'autres personnes. Et vraiment, il a un peu ce rôle de gourou. Il essaye de manipuler d'autres personnes à faire des choses pour lui, etc. Pas forcément trouver. En fait, c'est plus sombre sur certains aspects, mais je dirais pas forcément que le ton, de manière générale, du roman est beaucoup plus sombre que les précédents. C'est juste que ça prend une direction, un tournant un peu différent. Et puis on a Alex Goupil, qui est un avocat, qui est justement l'avocat donc de Bill, qui va se retrouver donc malgré lui dans ces histoires-là. Et puis justement, on va voir pareil ce personnage-là qui, bah lui, tout ce dont il rêve, c'est justement de devenir un grand avocat, de devenir riche, d'avoir la gloire. Et puis quand il va se retrouver face à Bill, il va se dire qu'en fait, disons que l'argent et la gloire peuvent s'offrir à lui, mais pas forcément de la même façon que ce dont il imaginait ou espérait. Et puis on va le voir en fait hésiter et petit à petit sombrer lui aussi. Et donc pareil, on va avoir la question de est-ce que cet Alex va finir par avoir son moment de rédemption ou non? Est-ce que il va finir par retourner vers la lumière? Est-ce que Bill lui-même va finir par être arrêté? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va finir par réellement s'échapper? Ou est-ce qu'il va finir en prison? Ou pire encore, enfin, on se pose plein de questions. Comme d'habitude, franchement, impossibilité de prédire le scénario. Vraiment, l'auteur arrive à bien nous avoir, quoi. Quand on pense qu'il va se passer une chose, mais en fait, non, c'est pas du tout ça qui se passe. Vraiment, complètement imprévisible. Et puis, ce que j'ai adoré, encore une fois de plus, c'est la plume de l'auteur. Et puis les jeux de mots. C'est-à-dire que vraiment, chaque mot prononcé a son importance parce que chaque mot utilisé peut être interprété euh, par les personnages de façon tellement différente que ça peut créer des nouvelles histoires ou des nouveaux quiproquos. Et en fait, j'adore ça. C'est que vraiment, l'auteur joue énormément avec les mots et donc nous en tant que lecteurs on a du plaisir à vraiment faire attention à quels sont les mots utilisés par les personnages, quels sont les mots employés et qu'est-ce que ça veut dire et puis surtout comment ils vont l'interpréter eux, dans quel sens ça va partir parce que voilà, Bill quand on lui dit une phrase c'est pas anodin, lui il va de suite se dire pourquoi il dit ça parce qu'en fait ça, enfin bref. Je me suis régalée, c'était une excellente lecture et je suis triste que ce soit la fin parce qu'il n'y aura pas d'autres tomes, c'est vraiment fini de chez fini, c'est une trilogie, il n'y aura pas d'autres tomes. Mais une fois de plus, bah, je vous recommande de lire ce bouquin, vraiment foncez. Je vais vous mettre, si ça vous intéresse, le lien ici ou ici vers le tome 1 que j'avais lu pour vraiment voir ma chronique dessus. Ça y est, c'est la fin de ce bilan lecture qui sera long, je m'en excuse, mais en même temps, il y a eu beaucoup de lectures. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, à réagir. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.